Bonsoir. On va démarrer notre soirée en parlant d'économie avec des nouvelles de la filière café-cacao. 100 000 tonnes de fèves de cacao sont toujours en attente d'acheteurs. À quoi cela est-il dû? Quelle alternative existe pour les producteurs face à une telle situation? Nous y reviendrons dans quelques instants. En éducation, des étudiants ont manifesté hier devant la primature. Plusieurs revendications ont été exposées par les manifestants. Le point tout à l'heure dans le Live Actu. Et pour la dernière de la semaine, comme tous les jeudis, vous aurez droit à votre séance de décryptage hebdomadaire. Le journaliste André Bois et le consultant politique Alain Toussaint, qui fait son grand retour, seront avec nous pour une nouvelle analyse pointue de l'actualité de la semaine. En leur compagnie, il sera surtout question de sécurité, de défense et de politique nationale. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonsoir à tous, merci d'être dans notre compagnie. On a parlé de Alain Toussaint, André Bois et il y a avec nous Edith Bleu. Bien sûr. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je suis morte de rire. Ouais. Toujours grâce à André et puis à Alain Toussaint. Merci. Ah bon? Oui, il y a trop aussi. J'ai une belle carrière d'humoriste et tout ça, non, ça mais suffit si, pas? absolument non, mais bon, ce soir spécialement, il y a des choses qui se préparent. Ouais, il y a des choses qui préparent. Alors André Bois, Alain Toussaint, on est en forme? Oui, bien sûr. À l'unisson en plus. Oui. Et je suis très heureux de le retrouver et de vous retrouver d'ailleurs. Ah, tu nous avais manqué. Ouais. Ouais, franchement. Merci. Alain Merci. était... Je suis allé faire la tournée des potes. Oui. Enfin, je vais parler de mes enfants, j'en ai tellement que ça m'a pris un mois. Hein. Ah, quand même. Ouais. Tu as beaucoup semé sur la terre, on dirait. Franchement, hein, on peut le dire. Et de la bonne graine. Pourquoi j'ai les... J'ai beaucoup mordu. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh non. Il a dans le mille. Non, non, c'est dans le sens inverse qu'on mord. Oui, mais c'est pareil. C'est chaud. Alain Toussaint, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en plus l'impression, pendant que vous étiez dans le mode, j'ai peut-être l'impression que vous n'avez qu'un seul pied de chaussure. Oui, parce qu'André m'a tellement pressé que j'ai oublié l'autre pied de chaussure dans la loge. Ah ouais. On va vérifier ça d'ici la fin de Mais je me l'émission. suis levé la du fin bon de pied, l'émission. donc ça va. Ça Ça va. va. Ok. Bon, il y a des jeux de mots en général comme ça tous les jeudis, quand vous avez sur le plateau Alain Toussaint et André Bois, les deux A et Edith Bleu. On embrasse le reste de l'équipe qui nous rejoindra lundi sur ce plateau-là. Sur ce, une belle séance de décryptage nous attend ce soir. On ne va pas perdre de temps, nous allons commencer tout de suite avec notre Live Actu. On va commencer par l'économie, si vous le voulez bien. 100 000 tonnes, on en parlait tout à l'heure, de fèves de cacao sont en attente d'acheteurs. Alors, pourquoi? Disons économie agricole. Oui, économie agricole ou agro-business, pourquoi pas. Très bien, ça rappelle les grands souvenirs en tout cas sur ce plateau. Donc déjà, oui, on va planter le décor. On sait que on a eu un épisode assez tendu entre les multinationales du cacao et la Côte d'Ivoire, en tout cas l'autorité de régulation du cacao. Et finalement, on se retrouve après ce bras de fer qui concernait les $400 de DRD, donc de différentiel de revenus décents, pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire militait afin que cela soit payé en plus des 1000 francs du kilo de cacao aux paysans. Après ce bras de fer, on se retrouve maintenant avec une nouvelle situation de tension où près de 100 000 tonnes, en tout cas 100 000 tonnes de fèves de cacao qui sont en attente d'acheteurs au niveau à l'intérieur du pays, donc dans les fermes et les coopératives. Et c'est l'équivalent du tiers du volume habituel exporté chaque mois pendant cette période. Exactement. C'est 300 000 tonnes par mois. Voilà. Donc, c'est un volume qui s'ajoute à un stock qui est croissant. Un stock croissant de fèves déjà existant qui se retrouve au port d'Abidjan après que les chocolatiers et les acheteurs en Europe et aux États-Unis aient demandé que les livraisons prévues pour octobre et décembre soient reportées à janvier et à mars. Et il faut savoir également que cela rentre également dans un contexte de baisse de consommation mondiale, en tout cas de demande mondiale du cacao, dû également à la Covid, à la pandémie de la Covid-19. Normalement, quand il y a un moment comme ça, les gens croquent beaucoup plus le chocolat quand même. Bien sûr. Donc, pendant cette période de dépression, ce genre de choses. Il faut surtout que les gens passent du cacao au chocolat.
Ouais, C'est ça, ben, c'est ben, parti. c'est La pareil. transformation. Je veux dire, si les gens sont plus en demande, parce que ça, le problème de la demande, c'est que on consomme. Si on ne consomme pas, les acheteurs ou les fabricants ne vont pas produire. Mais aussi, il faut se tenir compte du fait qu'on est dans une période aussi de déflation, en tout cas à l'échelle mondiale. C'est ça. Il y a eu beaucoup moins de dépenses au niveau des ménages C'est ça. en Europe et aux États-Unis. Donc, moins de consommation, beaucoup plus d'épargne. Et donc, forcément, les multinationales du cacao et les transformateurs, donc les exportateurs, face à cela, ne peuvent pas peut-être acheter au prix demandé de 1000 francs plus les 400 francs de DRD, ne peuvent pas acheter. Donc, c'est un bras de fer supplémentaire qui se présente pour l'État de Côte d'Ivoire et pour les acheteurs qui ne sont, en tout cas qui disent qu'ils ne sont pas capables de pouvoir payer ce prix aux paysans. Alors justement, vous parlez de l'État. Je voulais bien savoir ce qu'en pense le comité interministériel des matières premières qui a été institué en avril 2020. Ce comité existait déjà, je crois, sous le régime Gbagbo pour coordonner un peu le travail. Mais de façon générale, je pense que la question qui se pose est celle de la gouvernance de la filière café-cacao, parce que chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. Et la question... Est-ce que c'est inhérent à un secteur, je veux dire, à la Côte d'Ivoire on a parlé de baisse mondiale. Non, le problème, c'est que nous sommes, je pense à l'évidence, très dépendants de l'exportation. Oui. Voilà, il faudrait sans doute songer maintenant à avoir une politique industrielle active dans ce secteur-là, parce qu'on appelle de tous les vœux régulièrement l'industrialisation, notamment l'implantation d'usines, et j'espère qu'on va vraiment engager ce chantier pour éviter, par exemple, l'opération foireuse qui a été lancée en 2007 sous le régime Gbagbo, près de 10 milliards de francs qui ont été engloutis dans une usine Fantoche à Fulton. Ouais. Je pense que c'était une catastrophe économique et même politique. Qu'est-ce qu'elle devient cette usine? Cette usine ne revient d'autre qu'un tas de débris. Oui, elle est en ruine. C'était une opération qui n'a pas été menée comme il fallait. Je pense qu'elle avait été menée à l'époque sans doute pour contenter le gouvernement des États-Unis dont la Côte d'Ivoire voulait se rapprocher, mais ça n'a pas été une bonne opération. Alors moi, que dire? Franchement, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau on parlait de gouvernance, au niveau du gouvernement et surtout de l'autorité qui s'occupe du café, du cacao, le conseil du café-cacao. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les planteurs sont dans l'incompréhension du mécanisme même d'achat, de vente, d'exportation, etc. Dans le principe, c'est la Côte d'Ivoire qui vend le cacao. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'acteurs, mais au final, c'est la Côte d'Ivoire qui vend le cacao sur le marché international parce qu'il y a le conseil, etc. Donc là, comment les paysans n'ont pas leur cacao acheté alors qu'on sait que le principal acheteur du cacao sur le marché international, c'est l'État. Oui. Donc il y a un problème. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens pourquoi, là, nos braves paysans n'ont pas le fruit de leur travail. Et qu'ils ont 100 000 tonnes de cacao sous les bras, quand même. Sous les bras. Ouais. Et donc, il faut que l'État, à ce moment-là, fasse son travail. À l'époque où Fouet-Boigny encore avait créé la caisse de stabilisation, vous voyez, c'est-à-dire que avant, nos intellectuels, ou en tout cas nos leaders, n'étaient pas si cons. Ça tellement, voilà. Ils pouvaient avoir des fluctuations, mais bon, on essaie de stabiliser. Le système n'a pas marché, mais l'idée qui était derrière aurait dû rester. C'est-à-dire que stabiliser le prix quand il y a moins de demande, en tous les cas, puisque nous, on a des stocks, c'est là où intervient l'ARE, tout ça, l'entreposage. Voilà, la Côte d'Ivoire garde ses stocks et les vend au moment où il veut les vendre. C'est ça. Donc là, en ce moment, pourquoi on a ce problème-là? Et c'est là où Alain Toussaint touche du doigt le problème de gouvernance. Alors moi, je voudrais bien le mot du comité interministériel. Oui. Que dit ce comité interministériel des matières premières qui a été mis sur pied? Ils vont dire certainement qu'on constate comme vous. Voilà, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? On constate, mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'État? Parce que les paysans ont besoin de revenus. Je pense que c'est quand même... Mais quand vous interpellez ce fameux comité interministériel, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon vous? Déjà donner son avis, et puis dire ce qu'il a l'intention de faire. Voilà. Pas parce que c'est un comité qui rassemble plusieurs ministères et qu'il faut trouver une solution à cette affaire. Pour en rajouter, c'est que c'est notre principale matière première, c'est le principal produit qui rapporte justement aux recettes de l'État. Le café. Oui, donc quand il y a une information comme ça qui sort, tous les mensuels ou les quotidiens économiques, etc., on parle depuis ce matin. On aurait dû voir un communiqué arriver pour rassurer, pour dire non, le cacao, effectivement, peut-être il y a un blocage quelque part, mais en fait, tout roule. Mais là, on a la preuve que
Puisque jusqu'à ce soir, on ne nous dit rien, on a la preuve qu'il y a véritablement un problème d'achat sur le cacao ivoirien. Et là, il faut en parler. Bon, je pense que j'espère que d'ici les prochaines heures ou les prochains jours, on aura ce communiqué-là que vous attendez certainement. En tout cas, cette réaction du comité interministériel tel que cité. Attendu, oui. Et ceux qui sont en souffrance dans cette situation, ce sont les braves paysans, les agriculteurs. Parce que j'allais vous poser la question, c'est quoi les conséquences de tout ça finalement? Voilà, ce sont ces agriculteurs, ces braves paysans qui, après, donc là il y a la campagne café cacao qui commence en général en octobre et qui est censée se terminer pendant l'année, en début d'année en cours. Ouais. Et donc derrière, il faut qu'ils puissent récupérer le fruit de leur travail, sachant que ce travail mécanique qui n'a pas encore été réellement, on va dire, industrialisé est pénible. Et forcément, même avec toutes ces tonnes de fèves qu'ils arrivent à écouler sur le marché, ça ne leur apporte pas suffisamment, vu même le coût au kilo du cacao. Toute cette pénibilité qui n'est pas récompensée et qui va peut-être mettre du temps à être payée, à être récompensée, sachant que les multinationales ont demandé un délai jusqu'à mars pour pouvoir prendre, en tout cas, absorber ce stock. Ça va être compliqué, donc il faut trouver une solution rapidement. Déjà, par rapport à la question de Brice, les conséquences sont terribles, parce que n'oublions pas, c'est l'État qui fixe le prix, 1000 francs le kilo. L'État fixe le prix 1000 francs le kilo, mais il prend en compte le fait qu'il demande un différentiel de 400 $ à la tonne. C'est-à-dire que quand lui va vendre, il paye à 1000 francs, sachant que de son point de vue, ça ne correspond pas à la valeur d'achat. En réalité, peut-être que l'État aurait dû l'acheter, admettons, je dis n'importe quoi, à 500 francs. Donc lui, il va demander 400 francs là-bas pour compenser le manque à gagner. Oui. Sauf que là, il y a zéro, parce que personne n'achète. Puisque depuis les ports, il y a des stocks, jusque dans les entrepôts des coopératives. Donc, et comme ce sont les denrées périssables, il y a le grand risque que... Bien sûr. Et sur ce plateau... sur la conservation, etc. Oui, et sur ce plateau, il y a, en décembre, M. Honora de Yedagne qu'on avait reçu et qui disait par rapport à ce DRD de 400 $, qui selon lui disait qu'il n'arrivait pas, en tout cas ce montant n'arrivait pas aux paysans et qu'il mettait même au défi le Conseil du café cacao de prouver effectivement que ce montant était réellement toujours au même problème, aux paysans. On le dénonce ici. Hein. Nos institutions n'aiment pas communiquer. On remercie le ministre de la Santé et tous ceux qui sont venus. Non, mais il faut expliquer. Vous êtes dans l'action publique. Vous gérez le cacao de ce pays. Si vous ne voulez pas venir dans la télévision et les radios pour dire au moins faites de communiquer. Ben voilà, expliquez aux gens. Les gens vont comprendre. Voilà. Ça sert à quoi qu'on s'adonne tous à la spéculation, alors que derrière, vous avez dit non, ben, ils ne sont pas spécialistes. Mais on n'est pas spécialistes, personne ne veut nous parler. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que normalement, demain, un représentant du conseil doit venir à la télé. Et s'exprimer. Si on l'évite, mais on les appelle demain, vous verrez, il faut qu'on leur envoie un courrier 10 jours avant. Enfin, de quoi donc il y a une forme d'omerta qui entretient les spéculations et la substitution. Ben, c'est dans plusieurs domaines. C'est comme ça pour toutes les administrations et c'est dommage. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, notre cacao, il est négocié à la bourse de Londres, donc à la City de Londres, sachant que la City de Londres qui souffre également du Brexit, donc où toutes les transactions maintenant sont dépareillées par rapport à l'Europe. Alors qu'avant ce n'était pas le cas. Notre cacao, il est négocié en livres sterling. Donc il y a tous ces éléments macroéconomiques à prendre en compte qui vont certainement peser dans les mois à venir sur l'achat du cacao de nos braves paysans. D'où l'industrialisation qu'on appelle de tout nouveau et surtout la consommation locale et la transformation locale. Alors sur l'industrialisation, il faut avoir l'honnêteté de dire que le gouvernement le président a inauguré un projet d'usine ici à Abidjan mais et à San Pedro. Non, je dis déjà, quand même, ce serait bon, il serait bien qu'on précise. Exactement. C'est pas voir quand même au tableau. Absolument. Voilà. Et donc, c'est pas assez. On peut aller encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Ivoiriens qui font du cacao, labellisé, etc. Tout cela devrait être encouragé. Et puis voilà, et avoir le cacao là à 500 francs dans nos rayons pour que tout le monde en mange. Il faut une grosse campagne de sensibilisation pour favoriser cette consommation locale, pour que ça fasse partie de nos habitudes. Le chocolat, c'est pas fait que pour les blancs. Exactement, c'est pas un produit de luxe. Voilà, nous tous on peut croquer du chocolat tous les matins, nos enfants, etc. Et c'est sûr que ça va aider les paysans. Et vous vous rendez compte que même le paysan, lorsqu'on leur montre, ils n'ont jamais vu, certains n'ont jamais vu du chocolat ou mangé même du chocolat, donc c'est aberrant. Ok.
Bon, en tout cas, nous, on espère avoir d'ici les prochains jours, les prochaines heures, pourquoi pas, des réactions officielles oui. et pourquoi pas des invités sur ce plateau-là pour nous éviter d'être, André l'a dit, dans la spéculation, car on a envie de manger du chocolat. Voilà, du chocolat. Bon, on parle d'éducation à présent, et puis il y a cette manifestation d'étudiants devant la primature, c'était hier. Bien, c'est un collectif des organisations des étudiants et élèves au sein des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, donc AGESI, qui a manifesté devant la primature pour exposer un certain nombre de revendications. Revendications qui portent principalement autour de la question du doctorat. Parce que vous savez qu'il y a une réforme qui a cours depuis quelques années, donc depuis le retour là, après 2012. Avec licence, master, doctorat dans les universités publiques et puis après dans tout l'enseignement supérieur. Et donc, il est question de faire en sorte que, justement, l'entrée au doctorat soit une sorte quand même de... il y a une vraie sélection. École doctorale, d'accord, mais mesures d'accompagnement d'abord. Oui, mais bon... Après, moi, je suis accessoirement enseignant. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. L'école doctorale, si vous voulez, c'est un outil pour que la réflexion scientifique soit encadrée quelque part. C'est tout. Après, ça ne concerne pas, je veux dire, toute l'université. C'est pour ça qu'on crée une école doctorale pour que les grandes thématiques de réflexion de l'enseignement supérieur dans chaque université, par exemple, prenons l'exemple de San Pedro, qui sera une université essentiellement agricole, sur des problématiques agricoles, la terre, les matières premières. Eux, ils auront leur école doctorale, leur réflexion va porter effectivement sur des sujets spécifiques. On est d'accord. Sauf qu'à un certain moment, on produit donc des diplômés, et quand on arrive au niveau du doctorat, et on va avoir, admettons, 150 élèves ou 300 qui vont pour faire le doctorat, mais c'est trop. Non, mais pourquoi ce serait trop? Est-ce que la sélection doit se faire par le portefeuille ou par justement, non, à partir de là, je pense que c'est à partir de là qu'on dit mesures d'accompagnement. Non, je ne parle pas. Non, ça c'est intéressant que Toussaint ouvre la question du portefeuille. Déjà, c'est trop parce que faire un doctorat, c'est quand même, si vous voulez, un parcours qui coûte cher en réalité. Bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens, parce qu'à un moment, on a un devoir de vérité, on ne peut pas dire aux gens qu'on va former 1000 doctorats à l'année, sachant que ça demande beaucoup plus d'encadrement, de ressources, etc. La recherche coûte cher. Oui, mais d'accord avec moi? Si vous avez des jeunes qui veulent aller le plus loin possible dans les études, vous n'allez pas empêcher ces ambitions-là pour des raisons simplement économiques. Mais là où je suis en train de soupçonner Alain Toussaint d'aller un peu dans la démagogie, et ça je le dis franchement, c'est que, Alain, n'oublions pas que les systèmes où c'est cher, aux États-Unis, où le doctorat ou les études coûtent cher, sont des systèmes où il y a plus d'accompagnement. Pourquoi? Mais on prévoit. Vous disiez tout à l'heure, non, vous estimez que cette phrase-là ne voulait pas dire grand-chose, mais là, vous parlez en ce moment de mesures d'accompagnement. Oui, mais non, je suis revenu. Moi, je ne parlais pas de la question de mesures d'accompagnement. Je parlais plutôt de la question des 590 000 francs. Oui, mais pourquoi faire payer ça aussi? Pourquoi faire payer? Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des étudiants qui renoncent à faire un doctorat pour près de 600 000 francs amènera le système à être plus performant? C'est pas, non, par exemple. Ce n'est pas une manière je pense, de présenter les choses. Oui. Vous souhaitez qu'on ne paye pas? On doit certainement payer peut-être quelques frais d'examen, mais pas de ce montant-là. Et puis l'État, il sert à quoi? C'est une année de formation. Là, oui, mais vous savez que c'est ce qui amène d'ailleurs les jeunes à prendre la Méditerranée et qui coûte d'ailleurs cher à nos États. Mais je tiens à rappeler que les études aujourd'hui, pour un étudiant ivoirien qui va en France, ça coûte 3 000 euros. Ça fait 3 000 euros, ce n'est rien par rapport à la formation de base qui est financée par l'État. Vous prenez... Non, mais si. Vous prenez du CP1 jusqu'au CM2, ensuite vous avez tout le cycle de collège, ensuite le lycée. Ce sont... Je n'ai pas les statistiques, malheureusement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais ce sont quand même plusieurs millions de francs qui sont... Que l'État investit dans les jeunes, on est d'accord. Et donc ces jeunes-là, quand ils arrivent en Europe, c'est tout bénéf pour les pays européens, pour les pays industrialisés, parce qu'ils ont déjà suivi la formation de base, en tout cas le minimum, jusqu'au niveau du bac ou souvent même de la licence, et donc eux, ils n'ont qu'à compléter le reste. Et le pire, c'est que quand ils finissent, par exemple, quand ils obtiennent le doctorat ou même le master, ils préfèrent rester en Europe. Donc ce sont nos États qui sont perdants. Donc ne faisons rien pour
chasser nos enfants, n'engageons pas des initiatives qui amènent les enfants à être condamnés à prendre le chemin de l'exil. Ah non, c'est très important. Vous avez l'impression qu'il était cher. Vous l'avez obtenu. Non, attendez. Parce que maintenant, lui, il a fait l'université publique. J'ai pas envie de ramener la question à moi. C'est vrai que je suis docteur, j'ai un doctorat, mais c'est pas ça la question. Ce que je veux attirer l'attention de tous sur le fait que comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais en France, aller faire des études au supérieur, le doctorat aujourd'hui... Mais je ne fais pas de comparaison. Non, je viens. Je fais juste une mise en perspective. La mise en perspective, où c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il a été démontré que les immigrés, quand ils arrivent en France, ils sont en moyenne beaucoup plus instruits que les Français. Voilà. Donc, et ce sont les États qui ont déjà payé. Nous, on a déjà investi dans un diplômé et ils se retrouvent en Europe. Ça, on est d'accord. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on met par exemple le prix, aujourd'hui 600 manches, pas façon que je suis d'accord, si on met le prix à un certain niveau, il ne s'agit pas justement, ce qu'il a dit tout à l'heure, il s'agit après de mettre en place des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? Vous dites par exemple que vous êtes, on fait un doctorat en agro-industrie, mais ça peut être pris en charge par SACO, ça peut être pris en charge par, permettez-moi, Nestlé, c'est ceux-là qu'il faut mobiliser pour qu'il y ait plus d'étudiants. C'est comme aux États-Unis. D'accord, mais alors dans ce cas que l'État... Mais il y a beaucoup de bourses. Ben c'est formidable, mais dans ce cas que l'État aille négocier directement avec les grandes multinationales. Oui, c'est de ça qu'il est question, donc il ne faut pas s'attaquer... Mais qu'on ne demande pas aux étudiants de payer 600 000 francs pour aller s'instruire. Je veux dire, l'argent ne doit pas être un critère de sélection. Je ne suis pas d'accord. Ben non, je suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire du commerce partout. Celui qui veut aller jusqu'au doctorat, qu'on l'aide, qu'on l'aide à la solution des quand vous dites faire du commerce... Non, je suis pas d'accord avec... Pour moi, c'est uniquement commercial. L'instruction... Attendez, on fait payer les examens. Vous trouvez normal, par exemple, qu'on fasse payer les examens, que ceux qui passent les concours d'entrée dans la fonction publique payent de l'argent, alors que c'est à l'État de faire le nécessaire. Mais l'État prend l'argent où, là? Parce que déjà, il faut qu'on réponde à cette question. Attendez, l'État prend l'argent où pour avoir des gens qui cumulent des postes, ministres, députés, maires, etc. L'État prend l'argent où? Quand je dis que tout ça, Alain, à un certain moment, il est un peu contre l'élite et finalement, ça va loin. Il est contre les élus parce que voilà, on les entretient. Mais on est dans un État où il faut s'occuper des élus. C'est à notre charge. On s'en occupe trop au détriment du peuple d'ailleurs. Parce que vous demandez 600 000 francs à un jeune étudiant qui veut s'instruire et il y en a qui cumulent des postes. Je suis désolé, il y en a qui sont présidents du conseil d'administration, qui sont députés, qui sont maires, qui sont, je ne sais quoi, présidents du conseil général, etc. Trop, c'est trop. Mais cet argent, il vient d'où? C'est la vendeuse d'Aloco qui finance le train de vie de cet État, qui est un peu trop généreux. Donc, à un moment donné, il faut faire la priorité à ceux qui veulent apprendre pour apporter des L'État ne peut pas tout. Et il y a des moments où ceux qui vont dans des formations mais si l'État peut tout pour l'élite, justement, l'État fait un peu trop pour l'élite. Je peux permettre à Mme Bleu d'intervenir, s'il vous plaît, messieurs. Je sens que Alain est vraiment de retour. Oui, il est venu parce qu'il est gonflable. Je ne suis pas d'accord avec Alain. Peut-être que je vais me faire l'avocat du diable. Non, il ne sent pas un diable, mais en tout cas, fais-toi l'avocat de André. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations concernant le choix, en tout cas, de ce montant pour l'école doctorale. Donc, on est passé de 50 000 à 590 000. Pourquoi ce bon? Voilà. Donc, on n'a pas toutes les informations qui justifient le prix, en tout cas, cette augmentation au niveau du prix de cette école doctorale. Mais moi, j'aimerais, par exemple, que André, vu que tu as fait un doctorat, tu puisses expliquer qu'est-ce qui entre en termes de coûts dans le fonctionnement. Mais je pense que quand tu fais ce doctorat, ça ne veut pas passer 590 000. Non, c'est clair. Non, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui entre dans le coût. Mais si vous êtes tous les deux comme ça à parler, on va aller de 50 000 à... En fait, il me laisse parler, en fait. Non, pardon. Oh là là. Pardon. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans la mise en place d'un doctorat? Combien de professeurs t'ont assisté ou comment ça fonctionne? Non, déjà, quand on fait un doctorat, c'est un truc classique. On a un enseignant qui vous suit, qui est ce qu'on appelle un directeur de thèse, qui vous accompagne dans la thèse. Mais il vous accompagne, mais vous faites partie d'un laboratoire. En fait, l'école doctorale est composée de plusieurs laboratoires. Par exemple, prenons l'exemple, l'école doctorale langue et lettres, par exemple. Dans cette école doctorale, il y aura différents laboratoires. Donc, un laboratoire qui va réfléchir sur les problématiques de la langue, il y a un autre qui va réfléchir sur les problématiques des lettres, et d'autres vont réfléchir sur les problématiques de sciences sociales. Par exemple, voilà. Moi qui suis en géographie, on a un laboratoire qui réfléchit donc sur les problématiques de sciences sociales, donc de géographie. Alors, ces différents labos font quoi? Ces différents labos encadrent des étudiants qui, eux, doivent faire des recherches. Et ces recherches-là coûtent quand même un certain prix.
Par exemple... Il y a du matériel. Non seulement il y a du matériel, il y a des voyages aussi. Il y a des voyages, il y a des découvertes, il faut aller explorer. Par exemple, en géographie, vous vous levez, vous dites, bon, voilà, il y a une problématique qui m'intéresse. Pourquoi, par exemple, il y a la bagarre entre les éleveurs et les agriculteurs au nord de la Côte d'Ivoire? C'est bien beau, vous êtes assis à Abidjan. Comment vous faites? Il faut aller à Korogo, il faut aller dans le nord, il faut regarder les réalités à la fois culturelles et les réalités économiques, les confronter. Et puis, tout ça, ça coûte cher. C'est un moment. Mais ça, c'est une démarche Il y a classique. beaucoup de charges opérationnelles. André, c'est une démarche classique. C'est là où je veux en venir. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé? On passe de 50 000 à 600 000. C'est peut-être parce qu'il y avait un besoin. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Notre système n'était pas suffisamment bon et manquait de moyens pour mieux former les docteurs. Donc, pour que les moyens arrivent, déjà, il faut faire une sélection aussi qui permettra justement à l'entrée. Donc, ça peut être, non, Julien, ça peut être déjà une sélection par les moyens, mais cette première sélection va réduire déjà le nombre. Le fait de réduire le nombre, on aura un meilleur contrôle. Donc, c'est la sélection par l'argent. Tu es d'accord avec moi? Mais de toutes les sélections par agent, c'est pour ça que je dis à Alain, on est d'accord, André, c'est la sélection par l'argent. Tout ça, Alain, on va c'est parler une belle cravate. S'il vous plaît. Excusez-moi, il ne coûte pas le prix de ma chemise. Qu'est-ce que vous en savez? Ah ben voilà, donc Bon, forcément... s'il vous plaît, messieurs, on va parler de cravate et de chemise tout à l'heure. Je voulais juste revenir sans chemise et sans cravate. Exactement. Sur les différentes revendications, école d'abord, mais mesures d'accompagnement, d'accord, mais bon, d'abord, vous avez compris le jeu de mots, le doctorat n'est pas à vendre. Au secours, son excellence, monsieur, le président de la République, nous, enfants de pauvres, nous n'avons pas les moyens de nous inscrire à 590 000. Allez, laissez-moi terminer. Oui. Nous réclamons l'octroi systématique de la bourse. On l'avait évoqué ici, l'octroi systématique de la bourse aux étudiants sélectionnés pour l'école doctorale. Donc je crois qu'à un moment donné, on est d'accord que ça coûte cher, mais on cherche des voies et moyens pour pouvoir prendre en compte cette cherté-là. Pour mettre fin au retard dans le paiement des bourses, nous optons pour la bancarisation des bourses, par exemple. Oui à la sélection, après le BTS pour la licence professionnelle. Donc un certain nombre de revendications, de propositions faites par donc, ce collectif-là. Que ce soit la sélection par André la n'est pas en train de dire, il est important, on en parlera dans les jours prochains, André n'est certainement pas en train de dire que c'est très bon que ce soit ce montant-là. Merci. Mais bon. Mais si, c'est ce qu'il a dit. Non, je suis pas en train de dire que c'est très bon, mais je suis juste en train de dire que... André, le représentant de commerce... Tu mets en contexte, voilà. Le prix qui était là... J'ai 15 secondes sur ce sujet et je passe... J'ai demandé qu'est-ce qui avait changé depuis 10 ans. Mais beaucoup de choses changent, ça que le système n'est pas bon. Et c'est pas les mêmes réalités économiques. Mais ce n'est pas à l'étudiant de payer. Non, il faut plus de moyens pour ça. Et on ne peut pas raconter des falaises à nos concitoyens. Il faut que quelqu'un paye. Et il y a deux personnes qui vont payer. C'est l'étudiant et c'est l'État. Les deux vont faire leur part. Mais l'étudiant paiera la moindre part et l'État paiera le maximum. C'est une idée. Et je pense que si ça se passe comme ça, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite tous pour nos frères et sœurs qui sont étudiants. On aura été entendus. Voilà. Bien. Allez, on va parler football, au présent. Pour faire descendre la... Exactement. Nomination des membres du comité de normalisation. Il avait été critiqué, on s'était dit peut-être qu'il n'allait pas se mettre en place. Et puis finalement, on en sait un peu plus concernant ces membres du comité de normalisation. Le comité de normalisation avec à la tête Madame Mariam Daougabala, qui est une personne très influente ici en Côte d'Ivoire, de la société civile, qui est à la tête de plusieurs compagnies, qui est très active en tous les cas dans l'entrepreneuriat. Elle est sénatrice, déjà il faut le préciser. Donc c'est une dame qui est connue sur le plan national, mais qui n'a pas d'antécédents dans le sport. Ben justement, c'est ce que j'allais demander. Et c'est ce qu'il faut, je pense, dans ce genre de situation, avoir une personne qui n'est pas dans le domaine, on va dire, dans le domaine qui vient en tant qu'administrateur, pour, de façon, excusez-moi du terme, bête et méchante, régler les problèmes administratifs de ce genre de... Parce que peut-être n'ayant pas, pour utiliser l'expression d'André Bois, d'antécédents ou d'expérience, donc on peut estimer qu'il n'y a pas forcément... Il y a un détachement qui lui permettrait de prendre des décisions idoines. Je vais avoir un autre soupçon vis-à-vis de mon très cher Toussaint Alain. Non, je vous écoute. Dame, elle peut quand même alors moi, j'ai toujours défendu les femmes, vous le savez bien. Ok. Donc voilà. C'est une femme de qualité. Mais je m'interroge quand même, parce que... La première question, c'était est-ce qu'il fallait mettre quelqu'un qui n'est pas du milieu du football, quel que soit le genre. Première question. Moi, je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne chose. Je voulais juste comprendre, est-ce que c'est juste une démarche, comme on le fait parfois au niveau des entreprises où on nomme un administrateur provisoire, etc., etc. Bon, mais en même temps, même quand on nomme, je veux dire, il ne faut pas prendre
quelqu'un qui est dans un domaine différent pour dire allez-y dans un comité de redressement d'une Après, banque, c'est pour par éviter exemple, un conflit etc. d'intérêts également. Il faut tenir compte de ça, vu la Oui, c'est situation vrai. conflictuelle qu'il C'est y a en vrai. ce moment. Si on prend un à la ancien FIF. footballeur ou un ancien sportif, certainement, etc., mais je m'interroge quand même sur la pertinence de son choix. Bon, Alors, je pense ça, que pour le Moi, je suis Burida, très lorsqu'on devait mettre quelqu'un à la tête, je crois qu'on a fait appel à un juriste ou Oui, il y a eu... C'était pas une Martin artiste en Bléou. tout Il cas. y a eu Mme Dira qui a dirigé le Burda, elle est magistrate, et voilà, donc il y a toujours des profils comme ça qui peuvent... Mais moi je pense que étant une dame qui vient du milieu déjà de la société civile et du milieu de l'entrepreneuriat, elle accompagne beaucoup de... Je pense qu'elle peut avoir beaucoup de recul, parce qu'avant tout, soyons clairs, la FIF, c'est une grande entreprise, c'est une grande machine. Avec beaucoup de rouages. C'est une société voilà, qui fonctionne, qui a des intérêts et qui a des textes qui doivent être mieux compris. C'est pour ça qu'elle est accompagnée par le professeur Martin Bléou et par Maître Abbé, si mes souvenirs sont bons, qui viendra aussi pour l'accompagner dans son travail. Parce qu'effectivement, dans cette normalisation-là, il y a des textes, les fameux textes là, qui ont posé problème à un moment donné. Oui, parce que même la FIFA, n'oublions pas, la FIFA qui a fait une lettre, la FIFA, par contre, on n'en a pas parlé, dans un long courrier, la FIFA a détaillé, donc pour la FIFA, en réalité, la question de la normalisation ne s'imposait pas au regard de seulement la crise des élections. Des élections. Non, c'est depuis, vous savez qu'il y a longtemps qu'il était contesté sur la base des textes. D'ailleurs, vous le dites, la première mission, Madame Mariam Dao Gamala disait, son premier challenge, ce serait de revoir les textes de la FIF et surtout de relancer le championnat local. Donc, dans sa mission, elle est secondée, donc vous l'avez dit, par deux autres personnalités. C'est ça. Voilà, parce donc... que, n'oublions pas, la FIFA lui a demandé, vous savez qu'il y a une chose qui est terrible que les footballeurs vivaient, tout le monde du football, c'est qu'il y avait un accompagnement Covid de la FIFA qui était suspendu. Et donc aujourd'hui, à travers ce comité de normalisation, on leur demande de faire en sorte que ce soit libéré, tous ces fonds-là soient libérés pour permettre au club de repartir. Et donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on a une idée du temps que va durer cette mission provisoire? C'est censé durer 1 an. Ça prend fin en décembre 2021, décembre ou janvier 2021, je ne sais pas exactement. Après, ça fait partie des inquiétudes des observateurs nationaux qui disent qu'en général, ces missions qui sont censées durer, qui sont censées avoir un certain délai, s'éternisent à un moment donné. On a plusieurs fédérations. Au Cameroun, ça a duré 17 ans, au Mali, ça a duré 3 ou 4 ans. Enfin, y a pas. Et n'oubliez pas qu'en 2023, on a la CAN. Donc tu penses que ça pourrait s'éterniser jusqu'à la... À mon avis, il est possible qu'on aille au-delà de 2023. Alors, cette possibilité-là, d'accord, mais aujourd'hui, les acteurs, et l'acteur important, parce qu'il y a un contrat entre la fédération et l'État, donc à travers le ministère des Sports. Le ministère des Sports est vraiment engagé pour que les choses aillent vite. Donc là, on a eu le challenge de la présidence de ce comité-là, c'est de faire en sorte que tous les acteurs se parlent assez rapidement. Bah oui, il est placé sous le sceau, dit-on, de la concertation et de la cohésion. Toilettage des textes, parce que si on se lance vraiment dans des sempiternelles querelles, ben ça va durer autant qu'au Cameroun. Donc là, il faut qu'on ait l'intelligence collective, justement. Quelqu'un parlait, ça vous rappelle, l'intelligence collective de Ségolène Royal. Justement, mettons ça ici en œuvre pour permettre justement aux uns et aux autres... Mais il y a trop d'intérêts contradictoires, donc ça va être un peu compliqué. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui a entraîné cette situation de normalisation? Si à un moment donné, on ne s'arrête pas, il faut mettre de côté ces intérêts contradictoires-là pour aller vers ce qui nous réunit. Bon, allons vers l'intérêt général du football ivoirien. Et surtout, n'oublions pas qu'on avait reçu sur ce plateau et aussi le maître Hiro Yao, donc, qui fait partie du comité des juristes du comité exécutif de la FIF et qui parlait de cette action qui a été lancée au niveau de la TAS, donc du tribunal arbitral sportif, et qui comptait aller jusqu'au bout de ce recours qu'ils ont lancé pour s'opposer à la décision de normalisation de la FIFA. Donc, vu qu'on a eu 2 émissaires aujourd'hui de la FIFA qui ont été reçus par le ministre des Sports dans Haut-Poulain, est-ce que ce n'est pas une sorte de désaveu finalement de cette action qu'ils sont censés mener jusqu'au bout? On ne peut pas parler de désaveu dans le sens où, on finit là-dessus, non, pas de désaveu, simplement parce que le comité exécutif a lancé son action auprès du TAS, mais ça ne rend pas suspensif, si tu veux, la décision de normalisation. Non, bien sûr. Donc la normalisation continue jusqu'à ce que le tribunal en question vienne dire non, votre normalisation, c'est illégal. Mais pour le moment, tant qu'ils ne le disent pas, eux, ils continuent. Très bien.
notre premier point de décryptage concerne la sécurité et la défense. Des casques bleus ivoiriens de la MINUSMA tombent au front au Mali. L'information a été livrée par l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. C'est une attaque perpétrée le mercredi 13 janvier contre un détachement de casques bleus ivoiriens de la MINUSMA lors d'un convoi sur l'axe Tombouctou-Douenza. Celle-ci a consisté donc à l'emploi d'engins explosifs improvisés qui s'est attaqué donc au véhicule blindé. On a également noté des tirs directs. Précise donc le communiqué signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. C'est très triste. C'est très triste, mais là, moi, le bilan provisoire fait droit de 3 morts et 4 blessés. Donc, dans un premier temps. 4 morts, il y a eu un communiqué de l'état-major dans la journée donc le blessé a succombé. Voilà, donc ça fait 4 morts et c'est un bilan terrible. La première réaction, c'est dire à tous les Africains, tu vois, on a beau parler des soldats français qui viennent nous défendre, tout ça, là, entendons-nous bien, c'est des Ivoiriens qui sont sur le théâtre des opérations, qui défendent la démocratie, qui défendent la liberté des peuples à vivre en harmonie. Donc on peut aller au Mali, dire à des djihadistes, les regarder les yeux dans les yeux, leur dire que ça ne va pas prospérer leur façon de faire. Et c'est ça le prix que nous payons aujourd'hui avec la mort de ces compatriotes qui sont tombés donc, sur le champ d'honneur. Donc c'est vraiment, le message est clair, nous sommes tous africains quand il s'agit justement de protéger notre modèle. Et voilà, on peut avoir des soldats étrangers qui viennent, mais que nos pays envoient des soldats pour défendre des causes nobles, c'est une bonne chose et il faut saluer cela. Donc, saluer la mémoire des soldats tombés au front. Il y a eu les hommages qui ont été rendus par le président Ouattara et également par le Premier ministre. Donc, et ministre de la Défense qui se sont inclinés également sur leur dépouille. Et on a eu la déclaration du président qui a dit, et je cite, « J'ai appris avec beaucoup de peine l'attaque meurtrière contre un de nos détachements engagés au sein de la MINUSMA au Mali. Je rends hommage à ces braves soldats morts et blessés pour la paix. » Il faut savoir qu'on se bat... Serge Kouachi, là. Oui, effectivement. on se bat dans cette zone contre l'avancée du djihadisme et surtout du terrorisme. Donc c'est une bataille commune au niveau de la MINUSMA et des casques bleus. Il faut savoir que cette opération, en tout cas de la MINUSMA, est l'une des plus meurtrières des casques bleus de l'ONU dans le monde. Ils ont perdu 230 de ces membres quand même. C'est énorme. Mais c'est dire qu'ils veulent en découdre, les djihadistes. Et il faut leur opposer une farouche, permettez-moi la répétition, une farouche opposition pour montrer qu'il est hors de question que le modèle soit imposé par, je sais pas, 2-3 personnes qui viennent, je sais pas tout, des tréfonds d'une C'est du banditisme, grand chemin qu'il faut On n'aura pas assez de temps, mais il y a aussi des interrogations qu'il faut se poser sur le financement de ce terrorisme-là. C'est ça. Où trouve-t-il les pick-up, les armes, les moyens, la logistique, comment recrute-t-il? Et je pense que la source de ce problème qui mine le Mali depuis 2013, c'est la déstabilisation de la Libye et l'assassinat de notre frère guide, le colonel Kadhafi. Donc il faut parfois aussi ressortir les sources des problèmes pour mieux comprendre. Donc c'est un combat, comme André l'a dit tantôt, qui est un combat africain. Mené par un groupe de lâches, parce qu'en même temps, c'est pas front. Mais le terrorisme, par définition, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, surtout quand on s'attaque à des civils régulièrement, qu'on détruit, qu'on incendie des villages, qu'on viole des femmes. Des innocents. C'est de la pure lâcheté. Bien sûr. On va aborder un autre point de notre décryptage, celui relatif à l'élection législative. Nous sommes en politique nationale, donc des organisateurs et politiques en action. Le calendrier électoral, on en parle un tout petit peu si vous le voulez bien. La période de campagne a été fixée par la CEI. Le président donc, de l'institution a eu une séance de travail aujourd'hui avec les partis et groupements politiques pour définir donc, ensemble un chronogramme donc, de ces législatives-là. Et à l'issue de cette rencontre, on retient que l'ouverture de la campagne législative est prévue pour le 26 février, donc campagne électorale donc, du 26 février au 4 mars, selon la CEI, déjà. Non mais là, moi je vais continuer à rester dans ma constance, féliciter la CEI. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que suivez son regard, Brice, cette institution... Rassurez-nous, vous connaissez personne dans la CEI. Non, mais je trouve que cette institution se bat pour quand même maintenir ce moment démocratique et un scrutin. Donc voilà,
ils le font avec toutes nos réalités de terrain, c'est-à-dire que nos hommes politiques qui un coup sont à gauche, un coup sont à droite, là aujourd'hui ils ont essayé de les réunir pour parler d'une même voix, pour dire bon voici le calendrier, déposez vos candidatures depuis le 4, ça se poursuit, et apparemment il y a de l'engouement, les partis politiques sont en train de vivre aussi en interne beaucoup de choses comme des tiraillements, qui sera candidat, des candidats indépendants. Donc voilà, la CEI joue son rôle. Est-ce que tout cela va rester sur le terrain démocratique jusqu'à la fin? Ça peut être une question, mais pour l'heure, tout se passe bien, je pense. Ok. Alain Toussaint, Moi, j'ai juste quelques observations de sur forme. la CEI, je m'attendais Je ne reviens surtout pas sur le débat que vous avez eu concernant l'intégration de la CEI, le retour de la CEI au sein du ministère de la Défense. Mais André saluait tout à l'heure le travail de la CEI bon an mal an, qui essaie de tenir quand même des délais, qui essaie de tenir un jeu démocratique, un jeu électoral. Comment vous l'appréciez-vous? Moi, je fais juste une observation. J'estime que, moi en tout cas, j'ai pris la CEI en flagrant délit de discrimination. Ah ouais? Parce que dans les conditions qui sont posées pour être candidat, il est indiqué qu'il fallait un minimum 5 années de résidence régulière dans le pays. Ce qui veut dire que nous avons 1,2 million de nos compatriotes expatriés qui sont exclus du processus électoral. Mais vous n'allez pas vouloir la CEI pour ça? C'est pas eux qui fixent? Si, c'est la CEI. Non, pas du tout. C'est la CEI qui fixe les conditions pour aller à l'élection, notamment à ces élections législatives. Nous avons une diaspora qui contribue pour environ chaque année 180 milliards de flux financiers en provenance de la diaspora pour financer les familles, l'économie du pays. Nous avons 10 milliards d'investissements directs. C'est-à-dire que la diaspora, on la sollicite quand c'est pour investir. Mais quand il s'agit d'être dans les centres de décision, la diaspora est totalement exclue. Et je pense qu'il y a là une forme, enfin même pas une forme, il y a là une injustice que l'État devrait réparer en songeant à ce 1,2 million d'Ivoiriens qui sont à l'étranger et qui devraient enfin être représentés au sein de nos parlements. On est d'accord. Mais ça, je pense que ce n'est pas du ressort de la CEI, puisque... C'est la CEI qui a fixé la liste des documents, les conditions et autres, et qui exclut quand même 1,2 million d'Ivoiriens. Non, ce qui vous embête, monsieur Alain, ce qui vous embête, c'est qu'on dise par exemple que quelqu'un qui ne soit pas en résidence en Côte d'Ivoire pendant 5 ans vient un matin se présenter pour dire je veux être candidat à une élection législative. Pourtant, il finance l'économie, il finance les familles. Mais il n'est surtout pas, il n'est pas sur place. Mais il y en a qui ont des biens ici, qui sont propriétaires d'immeubles, etc. Alain, on parle de législative, de représentants au Sénat, à l'Assemblée nationale. Mais je comprends la c'est tout à fait solution normal alternative. d'imposer, à mon sens, c'est tout à fait normal d'imposer une résidence d'au moins 5 ans dans un pays parce que il faut le connaître, il faut connaître les réalités. Alors vous pensez que celui qui est à Londres, qui vient chaque année ne connaît pas le pays? On demande beaucoup plus, 10 années. Mais non, on ne demande pas beaucoup plus. Vous pensez que celui qui vit à Paris connaît moins bien le pays que vous? On parle de représentativité au Sénat pour défendre les intérêts des populations. Mais je disais qu'il fallait... Quelqu'un qui a la possibilité de... Je comprends vos observations. Pendant 5 ans, il arrive 1 an avant une élection présidentielle. Oui, et où est le problème? Et il connaît bien le pays. Il y a quand même des règles. Moi, il n'y a aucun souci. Jusque-là, j'étais sûr le fait que pour moi, la faute n'incombe pas, parce que je pense qu'on peut considérer cela comme une faute, mais pour moi, elle n'incombe pas à la CEI. Elle incombe au pouvoir, à l'État et à l'ensemble des partis politiques qui discutent justement de la loi électorale. Et pendant qu'ils devraient discuter de la loi électorale, ils sont en train de parler d'autre chose. Et finalement, au moment où les vrais problèmes arrivent, même les Français, il n'y a que récemment, je crois, après, il y a 2 législatures, qu'ils ont créé justement les députés des Français de l'étranger. Non, il y a au moins 4 législatures. 4 législatures, même ok. oui. Donc, en tous les cas, c'est quelque chose de récent, ça ne date pas, c'est pas vieux comme par rapport à l'histoire. Mais ça se faisait déjà dans d'autres pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si ça avait été discuté par les politiques et qu'ils prenaient au sérieux justement leur engagement politique en posant les vrais problèmes, aujourd'hui, on n'en serait pas à accuser la CEI qui ne fait qu'appliquer la loi. C'est ça que je veux dire. Discuter, ça veut dire qu'il y en a qui seraient pour, il y en a qui seraient contre. Et si la majorité était contre le fait, par exemple... Voilà, la CEI n'a fait appliquer la CEI. Ce que je déplore dans cette affaire, et bon, je rejoins un peu seulement André, c'est que l'opposition qui est prompte à réclamer tout et son contraire a exprimé aucun avis contraire. Voilà, parce que je pense que de manière tactique, exactement, parce que leurs amis qui sont en exil, qui pourraient candidater, ne les arrangeraient pas forcément. Donc,
pour le coup, ils ont laissé passer quand même cette injustice. Et j'insiste pour dire que c'est une injustice. Mais si. il faut que l'État repart cela. Bon, on ne parlera pas de la CEI. J'espère que c'est l'une des dernières élections qu'elle organise. Il faut que l'État reprenne sa chose. Et il n'en démord pas. Et que Je t'ai dit qu'il reviendrait là-dessus. on permette aux Ivoiriens qui sont à l'étranger, 1,2 million, d'avoir des représentants. Pour ça, Voilà. on est d'accord. Il faut voilà. qu'il y ait des Ivoiriens de l'étranger qui soient représentés dans la représentation nationale, pour le simple fait que, évidemment, vous vous rendez compte qu'on prend aujourd'hui beaucoup de mesures. Il a rappelé tout leur rapport à l'économie, mais on prend beaucoup. Aujourd'hui, il y a notre CDC qui est... je vais oublier, ça m'échappe. La caisse C'est des l'âge, dépôts, mais c'est pas grave. la caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire qui met un produit, mais même d'autres banques ont mis des produits justement à destination de la diaspora, l'immobilier, parce qu'on sait qu'ils peuvent apporter beaucoup. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc il faut que les politiques se retrouvent pour justement faire rentrer la diaspora à l'Assemblée nationale. Mais une fois qu'on a dit tout ça, remercions la CEI de faire son boulot. Ils ont mis un chronogramme qui, me semble-t-il, est assez respecté. Ils ont mis des conditions d'enregistrement des candidatures qui fonctionnent plus ou moins bien. Bon, la CEI, c'est une institution de l'État. On ne va pas quand même nous soupçonner d'apprécier quand l'État de Côte d'Ivoire fonctionne plus ou moins bien. Bon, Alain, il n'est peut-être pas sur le juste milieu. On ne va peut-être pas applaudir la CEI parce qu'elle fait en même temps son travail. Oui, effectivement. Et puis, on ne va pas tirer non plus sur la CEI pour dire que vous n'aurez pas dû faire cela. Voilà. Bien sûr. Ok. C'est Salomon, c'est ça? Ah oui, Salomon, exactement. Voilà, en tranchée. Avec un peu de sagesse quand même. Bon, alors, du côté du PDCI RDA, on avance dans le processus de désignation des candidats à ces élections législatives-là. Les membres du comité électoral de ce parti-là, qui devront traiter les différents dossiers de candidature pour ces législatives, sont connus. Leur répartition par zone et par région aussi. Donc ça bouge déjà. Voilà, on a parlé de cette effervescence, de ces différents mouvements-là. C'est bien, ça promet des duels assez intéressants. Je pense qu'il y a des circonscriptions tests ou des circonscriptions importantes, voilà, symboliques même. Voilà, on a Yopougon, Cocody, il y a aussi d'autres grandes villes où on a des figures. Cocody, où ça devient très intéressant, c'est que député de Cocody, Yasmina Ounien, qui est proche du PDCI, donc qui se représente, elle a été élue candidate indépendante. Donc là, elle a déposé sa candidature, la candidature auprès du PDCI. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que sa candidature sera retenue? Par le PDCI, on verra bien. Après, oui. Et je pense qu'il faut tenir compte du fait aussi, on en avait parlé sur ce plateau, de la possibilité d'avoir beaucoup plus d'indépendants encore cette année, du fait que peut-être qu'au sein des partis, les choix des dirigeants des partis ne correspondent pas au choix peut-être de la base ou des populations qui militent dans ces partis. Donc peut-être qu'on aurait la possibilité d'avoir beaucoup plus d'indépendants dans ces circonscriptions. Mais beaucoup remettent leur victoire après au parti. Et qui ensuite, voilà, c'est le jeu politique, la beauté du jeu politique, comme tu viens de le dire. Puisqu'on parle aussi... Il faut laisser terminer sur cette question-là, parce que la dernière fois que je vais tirer les il faut certainement, merci beaucoup Brice de tenir compte de moi. Donc il faut tenir compte de ces indépendants qu'on va certainement voir sur le terrain des législatives et qui vont permettre d'avoir une certaine visibilité de ce à quoi on doit s'attendre pour les présidentielles en 2025, parce qu'on parle d'indépendants, peut-être on parle de jeunesse, on parle de loups en griffe, quand je dis loups, de jeunes loups qui sont prêts à montrer de quoi ils sont capables sur la scène politique ivoirienne. Est-ce qu'on a une idée, juste un mot, est-ce qu'on a une idée de ce que ces indépendants ont fait durant la législature, là, enfin, bon, après, leur mandat, malheureusement, on n'a pas forcément de bilan à montrer, mais quand je parle d'indépendants, au risque de me tromper, vous allez me le dire, on a peut-être Tiemoko, le journaliste, Salé, même si c'est pas, qui parle en indépendant. Lui, il n'est affilié à aucun parti. Il n'est affilié à aucun parti. Il y en a également d'autres qui par leur dynamisme, en griffe, je vais dire en griffe, et surtout leur subversivité et leur disruptivité, excusez-moi du terme, qui sont venus faire bouger un peu les choses dans leur région. Même Yasmina, qui aussi, elle est restée indépendante avec un groupe. Elle a été à l'initiative de combien de lois, Yasmina? Et merci de venir sur ce point. Et ça, pour ça, je te rejoins. Merci sur ce point. Je te rejoins. Député, député, si vous voulez, parce qu'il a tendance avec les impôts du peuple. Il tape sur les élites. Je ne suis pas pour les élites forcément. Mais je ne tape pas sur les élites. André, s'il vous plaît, André Alain, on va garder cette question. Je vous fais une fleur. On va garder cette question. Très bien. Juste après la pub.
pub. On va revenir pour débattre sur la question. Je voulais juste dire que du côté, je parlais de comment ça bouge du côté du PDCI, mais du côté des RHTP également, ça bouge. Le mode de désignation également là-bas est en train de bouger. Depuis le lundi 4 janvier, la direction exécutive donc, du parti aux personnes qui souhaitent faire acte de candidature dans le cadre de ces prochaines législatives pour le compte du RHTP qui doivent déposer leur dossier. On l'a su, hein, ça évolue également là-bas. Et les dossiers ont été déposés aujourd'hui. La date limite, c'était aujourd'hui. La date limite, c'était le 10. Enfin, le RHTP, c'était... À peu près, tout, c'était autour du 10 janvier. Hein. Tous les dossiers ont été déposés pour corroborer ce que vous dites. Et aujourd'hui, c'est au niveau de la direction exécutive. Je crois qu'au niveau du RHDP, il y a Hachi Patrick, Kandia Kamara, Kafana et Adama Bictogo. Bictogo qui planchent sur les différents dossiers. Les traitements des dossiers. Qui va maintenant trancher en fonction surtout des palabres qu'il y a dans les différentes régions pour le choix des circonscriptions. C'est un petit conseil constitutionnel de parti. C'est ça. On a beaucoup leurs décisions. Exactement. Bon, alors, dans tout ça, juste avant la pub, je tiens à vous dire qu'il y a encore certains qui refusent d'y aller quand même. Un certain groupement de l'opposition qui ont refusé de participer aux législatifs. Ils sont 7. Donc, partis et groupements qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que les animateurs de la coalition pour la démocratie, donc la réconciliation et la paix, présidé donc par le président Henri Konan Bédié, par la voix de Henri Niava, il est président de l'Union des sociodémocrates. Mais ce sont les mêmes qui avaient déjà appelé à la relance de la désobéissance civile, alors que le président Ouattara et le président Bédié venaient de se rencontrer. Donc, ils ont un peu l'air d'être un peu hors sol quand même. L'USD, c'est le parti du grand maître Zali Zaourou, l'USD, qui avait toujours été quelqu'un d'assez consensuel, mais là je vois qu'eux, ils se donnent toujours dans l'extrémisme, non, pas de législative, machin. Bon, enfin, à un instant, il faut revenir à un fonctionnement normal de la vie politique de ce pays. Bon. Avec des arguments. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons évoquer un point énoncé par M. Alain Toussaint, c'était effectivement l'initiative des indépendants pour les projets de loi. À combien? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de polémique inutile, mais je pense que beaucoup d'Ivoiriens seraient intéressés de savoir, parmi ce lot d'indépendants qui avaient investi en tout cas le Parlement, combien ont été à l'initiative de loi et quelle loi? Moi, je n'ai pas souvenance de... La question, vous l'avez posée, mais très souvent, je vous dis, ce n'est pas des pirouettes. Je veux juste vous dire que vous posez un problème qui est d'ordre général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre système législatif, justement, la possibilité que le député puisse porter une loi est très réduite. Voilà. Pourquoi? C'est ça le problème. Non, ça dit que même si le député n'est pas volontaire, ce n'est pas forcément lié il y a l'État qui est d'abord qui envoie des projets de loi. Donc c'est juste ça que justement les propositions de loi. Le député indépendant qui n'est pas affilié, émane d'un certain nombre de groupes parlementaires. Et j'ai pas toute la réalité, mais en tout cas, ce qu'on doit savoir et retenir, c'est que la possibilité qu'un député porte une loi de bout en bout est très très difficile dans notre système. Donc il y a des réformes à faire. Qu'il soit indépendant ou pas. Il y a des réformes à faire pour que vraiment il y ait plus d'indépendance, plus de possibilités. Non, je pense qu'il n'y a pas de réforme supplémentaire à faire. Il y a juste à libérer les esprits. Que le député qui est élu... Mais il faut que ce soit inscrit dans les textes. Non, mais si le système... Il y a deux possibilités. Il y a le projet de loi qui est présenté par le gouvernement, et puis il y a la proposition de loi qui est du fait du député. Alors, qu'est-ce qui empêche... Non, mais il n'y a pas de condition. André, excusez-moi. On va inviter un député. Par exemple... On a reçu un député à qui on a posé la même question, qui n'a pas été capable de répondre. Mais non, il n'y a pas de difficulté. Qui n'a pas été capable de répondre et qui est revenu sur le fait qu'ils reçoivent des projets de loi du gouvernement. Non, ils reçoivent des projets de loi du gouvernement. Et là où on voulait avoir plus d'informations, c'est pourquoi il n'y a pas suffisamment de propositions à l'initiative de loi. On vote des députés, on choisit des députés pour nous représenter, pour porter des projets de société et les on les défendre. Entend pas. On ne les entend pas. En général, ça sera peut-être une image assez cliché, mais lorsque on filme des débats à l'Assemblée nationale ou peut-être une rentrée parlementaire, on voit déjà la salle. En tout cas, l'hémicycle est clairsemé, où on voit des députés peut-être en train de somnoler, qui sont juste dans l'attente d'applaudir. Voilà, on veut voir des députés... de Côte d'Ivoire. Voilà, je précise l'hémicycle de Côte d'Ivoire. On veut voir des députés qui... Non, on veut voir des députés qui montent au créneau avec des lois qu'ils proposent, qu'importe toutes les situations de notre société. Il y a beaucoup de problèmes. On a les problèmes qui concernent les femmes, des problèmes qui concernent l'éducation, les jeunes filles, l'éducation. Là, aujourd'hui,
beaucoup on de aura projets fait qui peuvent vraiment être portés. le procès de nos élus, de nos élites. Mais C'est non. bien, merci beaucoup. Non. Mais je veux dire aussi qu'il faut avancer sur nos textes. Les textes organiques qui Mais André, organisent l'Assemblée nationale tout est déjà limitent en place. vraiment l'action Projet, des députés. initiative Ça, du gouvernement, il faut- proposition, initiative du député. Qu'est-ce qui empêche les députés, Parce qu'est-ce qui empêche que, un c'est ce que je député dis. de proposer, par Mais je veux exemple, bien répondre Ben, à vous ne votre pensez question. pas qu'ils le font? Je veux bien Alors, répondre à votre question. Mais s'il le faisait, Toussaint, en tout cas, moi, je l'aurais su. Toussaint, je veux bien On aurait répondre à eu votre beaucoup question. plus de Je lois à dis, leur pourquoi nom, je réponds à votre portant question. leur nom. Je vous dis Tu as ce qui bien, organise André. l'Assemblée nationale. Parce que, comment on dit ça, vraiment, j'avais une idée, ça commence à partir. Quand on fixe l'ordre du jour, justement, dans les travaux de l'Assemblée nationale, excusez-moi, ce n'est pas le député qui fixe l'ordre du jour. Il y a tous c'est autant Non, le détail. André, ne vous réfugiez pas derrière le système politique en disant c'est un régime présidentiel. Non, qui je ne pense que permet pas justement à l'Assemblée nationale Si. de se libérer, que de les libérer députés toute sa se créativité. libèrent C'est des la réalité, contingences, tout ça. que les députés se libèrent des contingences politiques Parce que ou politiciennes. même si vous proposez et une loi qu'ils qui ne soient s'est pas enfin inscrite à les l'ordre du représentants jour, du peuple. excusez-moi, vous n'allez pas inventer Mais parce qui qu'il y a des l'inscrit à l'ordre projets de du loi. jour? Ben, Très c'est bien. justement Est-ce que c'est le l'Assemblée. gouvernement qui l'inscrit? C'est le Il y a des Parlement. raisons pour lesquelles les Mais députés, bien sûr, le députés doivent très bien, est élu bousculer pour cela. cette Merci, omerta. merci Pas beaucoup. que je suis d'accord, mais je vous dis la réalité. Mais si tu es d'accord, Je tu es peux d'accord. promettre qu'on reviendra sur cette question-là, Bien sûr. sur ces débats. On aura un député avec nous sur le plateau. Bon. Et puis Même les deux, uns il les autres. faudrait Et qu'ils même aient- deux, voilà. pourquoi pas. C'est jamais. Mais non, mais Un ils savent. indépendant et Voilà. Ça commence déjà à bien faire jaser sur le plateau. Un homme et une femme et voilà. Bon, Un indépendant Un et indépendant et un autre qui ne l'est pas. Bien sûr. Merci beaucoup André. Merci Alain Toussaint. Merci Et les beaucoup. Bleu, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi sur ce même plateau pour un autre talk. Dieu vous garde, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.